François Bon, Balzac, roman, on a commencé en novembre, ça va s'étaler sur des mois et des mois parce que ça fait 50 ans de lecture continue de Balzac, peut-être même plus. Et à mesure qu'on avance soi-même, c'est ce qu'on cherche, c'est cette espèce de surgissement de la littérature. C'est pas qu'on cherche un absolu, mais on cherche comment ça marche. Et il y a quelques types comme ça, je pense à Balzac autant qu'à Marcel Proust, mais quand sont morts. Et c'est ça aussi qu'on cherche. On a 20 ans de plus que l'âge auquel ils sont morts. On se dit, mais là, c'est peut-être ça. Maintenant, on va utiliser un mot, le secret. Je ne sais pas si c'est pas ça qui aujourd'hui me mène. Alors après, il y a l'idée aussi, la comédie humaine, oui, ça vient dans une sorte de grande bascule avec, après les revues, les feuilletons, la presse, l'industrie aussi de la vente de livres. On revend un tirage à un autre éditeur, ça permet de le reprendre, de le réaugmenter. Donc il y a tout ça à revisiter. Et pour nous aujourd'hui, ce geste-là de l'histoire, de comprendre le réel, mais de se coltiner soi à ce qu'on porte intérieurement qui ne se résout pas au réel. Et ça, je ne peux pas l'appréhender aujourd'hui comme s'il suffisait de faire des livres et d'en assurer la parution, et puis après au revoir. Ça reste la propriété de tel ou tel éditeur qui se garde bien même d'ailleurs de vous payer les quelques euros qu'il vous doit. Et on ne s'embarque pas dans les détails, mais pour moi, là, le web, c'est une décision. Ça veut dire que dans ce Balzac roman, on entre par n'importe quel point, et dans n'importe quel point de lecture, de blog, d'enquête sur un thème ou de réflexion, tout le projet en entier se rejoue dans ce micro-point. Et c'est pour ça que pour moi, la confrontation, elle est d'abord tu vois, ce sera une grande fresque, et tu touches la fresque ici, hop là, cette voix, c'est ma voix intérieure. C'est pas, je parle pas comme ça le Balzac quand je vais acheter mon paquet de nouilles à Auchan, non. C'est quand ce texte de Balzac là pourrait surgir de n'importe où, et on l'accumule, on l'augmente. C'est une fresque, et pour l'instant j'en suis encore dans cette première étape de fresque où on cherche en gros l'arborescence avant d'aller pousser, faire des versions comme ça intégrales des lectures. Mais ça prend forme. Alors, évidemment, la confrontation, elle est d'abord au texte de Balzac. Est-ce qu'il y a un texte fini? Est-ce qu'il y a un texte définitif de Balzac? Évidemment non. Et c'est ça aussi qui signe les grandes œuvres. Il y a évidemment des outils comme les 12 tomes de la Pléiade, plus les 2 tomes d'œuvres diverses. Oui, c'est un outil fiable, même si les préfaces, des fois tu auras envie là, de déchirer les préfaces pour garder juste le Balzac. Mais c'est bon, laissons tomber. Mais je le cherche aussi, vous savez, dans l'édition Quarto, là, 2 volumes, où on a un Balzac chronologique, et ça change totalement le rapport qu'on peut avoir, un Balzac hors du roman, un Balzac en amont du roman. Je le lis aussi évidemment dans la correspondance. Vous me voyez souvent prendre aussi l'iPad, c'est un Balzac, et oui, je peux l'avoir partout avec moi si j'ai mon petit Kindle, et ça aussi, ça change totalement le rapport. Ou bien la vieille édition de mon grand-père, mais elle est pas complète, alors que c'est celle-ci, là, que vers 15-16 ans, j'avais eu la chance, là, tout un été, de m'immerger, et que, ben oui, avec Balzac, la littérature remplace le réel. Alors il y a aussi les livres qui servent d'accompagnement. Il y a un livre-outil dont je n'arrête pas de répéter l'importance, Roger Pierrot, une grande figure, une figure tutélaire, et cette biographie de Balzac. C'est pas qu'on n'ait pas appris 2-3 petites bricoles depuis, c'est pas d'importance. De toute façon, on peut aussi le retrouver dans ses analyses justement des œuvres diverses de Balzac, dans les Pléiades. Mais
c'est comparé aux autres biographies, là, pour moi, c'est vraiment l'outil. Comment ça vit, ce genre d'outil? C'est-à-dire que tu touches un petit point, tu découvres que ce point, il y a aussi été sensible. Mais hop là, il envoie une bifurcation, une transversale. Et bien sûr, alors là, j'en ai attrapé 2 ou 3 au passage, mais j'en ai une pleine étagère. Alors, il y a des choses que j'aime pas du tout. Alors, par exemple, j'ai un gros faible pour... au seuil collection Pierre Vive. Je ne suis que Pierre Vive, ce sont Tom. Ça vous dit quelque chose, ça, cet auteur, hein? Ça date de 1965 et c'est juste un recueil de préfaces de Béguin. Mais ça touche juste. Je sais pas comment dire. Alors je fais jamais une lecture d'un texte à condition qu'il soit là dans la table des matières de Béguin sans aller passer par comment lui il l'appréhende. Il y a le Maurice Bardèche. Alors Bardèche, c'est un type totalement fréquentable, collabo, etc. Mais son Balzac romancier, oui, là, c'est la posture de l'auteur. Et là aussi, c'est du solide. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est, bon, plus courant, Félicien Marceau, Balzac et son monde, mais parce qu'il passe là, dans la grande foule de tous les personnages, et c'est un décalage. Balzac est absent, c'est les personnages. Mais tout d'un coup, et l'autre jour, j'avais fait un petit développement là, sur cette problématique-là, qui pour moi est centrale, de Baudelaire, qui écrit dans l'intérieur de Balzac, qui lui prend même jusqu'au vocabulaire, aux figures, et qui parle très très bien de Balzac. Et celui qui parle le plus, ou le mieux, ou le plus pointu, ou qui a bouleversé notre lecture de Baudelaire, bien sûr, c'est Walter Benjamin, avec aussi son Passagenwerk, là, comment la ville se transforme. Et bizarrement Benjamin ne sait pas comment appréhender Balzac. C'est-à-dire, il va chercher les points qui lui semblent être ceux où Balzac, parlant de la ville, ça oriente son propre travail. Et paradoxalement, il le manque à peu près totalement. On ne peut pas lui en vouloir. Mais les outils développés par Benjamin sur la ville, sur Baudelaire, évidemment, nous servent en permanence pour Balzac. Mais lisant Walter Benjamin, j'ai tombé sur cette phrase: toute poésie procède d'une rapide vision des choses. Et Benjamin, donc, note que c'est une phrase de Balzac, mais qu'il a pris cette phrase de Balzac à un livre dont le titre c'est Balzac et qui est signé Ernst Robert Curtius. Et ce livre, il est, j'allais dire, antérieur à la période où Benjamin travaille sur Baudelaire. On est juste après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Et ce livre a aussi été traduit par Grasset en 1933 par un nommé Paul Dourdan, je crois. Donc c'est un livre qui a longtemps été, ou qui a immédiatement été là dans le grand continent des études balzaciennes, mais surtout dans le monde germanophone. Curtius, bien, il a aussi écrit sur Proust, il a écrit énormément sur ce qui sépare, ce qui oppose, ce qui rejoint la littérature en langue française et la littérature en langue allemande, et c'est évidemment très longue tradition humaniste. Lui, il était à Heidelberg. Et cette phrase de Benjamin, citant Ernst Curtius, donc cette phrase de Louis Lambert, toute poésie procède d'une rapide vision des choses, dès ce moment-là, pour moi, il y avait se dire: Curtius, il faut aller y voir. Et pourtant, cette galaxie des livres sur Balzac dans les autres langues, par exemple, Stefan Zweig, il a écrit un Balzac, franchement, aucun intérêt. Lovecraft, en ce moment, sur lequel je travaille aussi beaucoup, il lit en ce moment un auteur américain qui s'appelle Edgar Saltes, qui a beaucoup traduit Gautier, Mérimée, Huysmans, et Lovecraft s'en repaît, et ce Saltes aussi a fait un livre sur Balzac, mais c'est toujours, disons, le Balzac qu'on connaît un petit peu d'avance, alors que Curtius, eh bien c'est le contraire.
Alors depuis novembre, là, que je suis dans cette idée-là, venue justement en marchant au Croisic sur le lieu même où Balzac situe son drame au bord de la mer, et puis cette idée d'un projet qui épouserait, mais sur le web et avec la voix, le grand continent de la comédie humaine. Depuis que ce projet je l'ai ouvert, Curtius est là sur ma table. Avec a priori même une toute petite distance, parce que ce qui m'intéresse moi au premier chef, la question de l'écriture, celle qu'on trouve par exemple quand Proust, dans le Contre Sainte-Beuve, le dernier chapitre, vous savez, je sais que tu ne l'aimes pas, où il engueule sa mère à distance, puisque sa mère vient de mourir, de ne pas apprécier Balzac, et puis cette ouverture de la prisonnière où il parle du mot rétrospectivement, il dit comment toute l'unité de la comédie humaine se révèle à l'auteur alors que la comédie humaine est écrite déjà aux 2/3. Et il dit unité rétrospective, donc non factice, avec le paradoxe logique qui en découle pour lui. Moi qui dois construire une unité qui va s'intituler « À la recherche du temps perdu ». Et on est en 1919, on est juste là, au bord d'où Proust va lui aussi s'en aller marcher. Comment lui-même, alors, dans la mesure où il l'énonce, peut affronter ce paradoxe logique? Et ça, Curtius ne va pas là. Mais la lecture, je voudrais commencer juste par exemple, les intitulés des chapitres. On en a 14. Chapitre 1, secret. Chapitre 2, magie. Chapitre 3, énergie. Chapitre 4, passion. Chapitre 5, amour. Chapitre 6, pouvoir. Chapitre 7, connaissance. Chapitre 8, société. Chapitre 9, politique. Chapitre 10, religion. Chapitre 11, romantisme. Chapitre 12, œuvre. Chapitre 13, personnalité. Chapitre 14, influence. Laissons tomber amour et influence. Mais comment il analyse la question du pouvoir, en partant directement de Nietzsche, par exemple, ou la question de la société, ou ce chapitre où le livre culmine, là, qui est pour moi celui qui s'intitule « œuvre », là, c'est comme si les 14 strates développées par Curtius étaient une sorte d'étage souterrain présente en permanence dans chaque texte de Balzac. Alors je ne savais rien d'autre. Mais par contre, je savais qu'à un moment donné, ici, il fallait qu'on ouvre le dossier Ernst Curtius. C'est paru dans une maison suisse qui s'appelle Édition des Syrtes. Moi, ça me touche aussi, puisque l'autre jour, on a fait une vidéo sur Julien Gracq, lecteur de Balzac. Et quel lecteur de Balzac était Gracq? Et donc cette maison suisse a repris, là, au rivage des Syrtes, son intitulé. La maison existe toujours, mais sur son catalogue, non, le Curtius n'existe plus. On le trouve d'occasion. Et comme toutes ces grandes choses, souvent ça atteint 40, 50 balles, et encore, il faut guetter, il faut s'inscrire pour que dès qu'il en passe un comme ça chez les bouquinistes, pouvoir hop là, mettre le grappin dessus. Moi je crois qu'il m'en faudra un deuxième, parce que celui-ci, il va se déglinguer à grande vitesse. Donc un livre paru en 1999, une retraduction. Et ça aussi, qu'est-ce que c'est rare. Un livre paru au début des années 20, repris, traduit chez Grasset, là, en tout début des années 30, et voilà que 70 ans après, en 1999, un autre traducteur se lance et on recommence le monument. Déjà ça interloque. Et moi, je projetais, en gros, tu dis, ouais, bon, waouh, courageux, le traducteur, et tu t'imagines quelqu'un sagement dans son officine de traduction ou son bureau universitaire. Et le nom, c'était Michel Beretti. Alors, le fait que le livre soit indisponible, ça sert à quoi de parler de Curtius si vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans Curtius? Et je me dis, mais c'est tellement bien qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse en lire, sans doute pas tout, mais lire tel chapitre, le secret,
ou pouvoir ou œuvre. Et il y aurait une autre chose à faire avec ce livre qui serait de prendre, comme fait Benjamin, en prenant cette phrase « Toute poésie procède d'une vision des choses », relever, faire une sorte de dictionnaire à partir des phrases qui sont celles que Curtius se saisit dans Balzac pour installer son raisonnement et son écriture. Alors, moi j'ai tenté le coup. Le traducteur s'appelle Michel Beretti. Il y a une préface formidable, à la fois technique et qui raconte même l'aventure de traduire. Et pourquoi l'aventure de retraduire ? C'est-à-dire que Dourdan, dans le début des années 30, d'une part, il ne traduit pas tout, il simplifie, il enlève des passages, parce que combien de fois ça s'est fait, même pour H.P. Lovecraft. Et il apparaît aussi que Curtius, l'édition de Balzac dont il disposait dans les années 20 était une édition elle-même abrégée ou fautive. En particulier, tout ce qui concernait les lettres, il travaillait sur des éléments de seconde main, c'est-à-dire des anthologies ou des compilations, des lettres de Laure Surville ou évidemment de Madame Anska. Michel Beretti, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait que du théâtre. C'est un auteur de théâtre. Il est suisse, donc je pense que l'entre-deux langues et l'entre-culture, là c'est beaucoup plus que deux, c'est tout un kaléidoscope, nos amis suisses. Ben là, on s'est mis à discuter par email. Il était sur un travail théâtral concernant Heine. Et dans ce travail sur Heine, justement, cette question de confrontation France-Allemagne émergeait comme un objet qui, lui impliquait d'aller travailler. Et Curtius devenait le plus actif, le plus intéressant dans ce travail. Alors pour l'instant, on est juste au début de nos échanges, parce que hier, ça m'a mis même dans un état d'enthousiasme. Tu rencontres des gens comme ça, tu dis « Waouh !» Et moi, je dis « Mais comment vous avez pu faire pour traduire ces 400 énormes pages tellement complexes avec... » Eh ben non, c'était comme ça, il fallait le faire. Et puis d'autres histoires, c'est-à-dire qu'à mesure qu'il avançait, il fallait bien retrouver les vraies phrases de Balzac. C'est-à-dire chercher sous le livre de Curtius l'état exact des phrases de Balzac dont il se servait, et comme ces éditions étaient fautives, en quoi ça pouvait infléchir son texte. Ce travail, il l'a fait. Comme par hasard, dans ce travail, pour remonter à des citations, retrouver là où était telle phrase et quelle était la version authentique des lettres que cite Curtius, eh bien, c'est Roger Pierrot qui a mis la main à la pâte. Et là, voilà un livre qui a été traduit, publié il y a 25 ans, et le traducteur, Michel Beretti, dit, mais qu'est-ce que vous faisiez à part de ça ? Non, c'est quelqu'un qui travaille comme auteur de théâtre. Eh bien, retrouvez qu'on avait en partage ce même rapport de gratitude à Roger Pierrot en arrière. Et moi, évidemment, la demande était de dire... j'aimerais tant là, en donner quelques morceaux consistants là, dans ce projet Balzac roman, mais comment faire si le livre est inaccessible ? C'est ce qu'il me répond dans son mail. Ce livre est à vous. Alors peut-être là, moi, je vais dire la même chose. Ce livre est à vous. Alors attention, moi aussi, des fois, il m'est arrivé d'en scanner des chapitres. Par exemple, l'autre jour, le chapitre Pouvoir et Société. Et qui ça intéressait ? Arnaud Bertina. Salut Arnaud, j'espère que là, dans tes conférences HESS, tu en as fait ton miel. Mais à un moment donné, se dire, bon, si aujourd'hui on fait un peu de barouf, barouf il sera limité dans ce Balzac roman, il faut déjà aimer quoi ? Balzac, la littérature, François Bon, ou YouTube, ou simplement l'idée de se mettre des podcasts en voiture. J'ai un magnifique retour là-dessus. Dire,
on a écouté telle histoire de Balzac, le voyage durait 2 heures, zut, il nous en reste encore un petit peu. Ben c'est ça ma récompense. Se dire que si on remet Curtius là, au milieu, sur la table, peut-être que Édition des Sirtes, ben, ils nous en referont un tirage. Vous êtes là, Édition des Sirtes, vous avez reçu le message. Ou peut-être, s'il leur faut 3 sous, ils auront quelques arguments pour aller chercher les 3 sous, pour nous le redonner. Ou négocier avec une maison de poche, une collection de poche, pour que le Balzac de Curtius, est-ce qu'il y a besoin de le retraduire? Je vous assure que non. Michel Beretti est un homme de langue, et sa langue, là, entre celle de Curtius et celle de Balzac, elle redevient l'acte, là, l'acte de langue, qui est en quoi la langue ouvre à la réflexion, à l'image, et c'est ça le travail, et de l'essayiste, et du traducteur. Et maintenant, c'était le prologue, on ouvre le chapitre, le secret. Et merci Michel Beretti de cette gentille autorisation.